Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir, tout ça sans complexe. Jusqu'ici on vous a parlé de questions raciales plutôt au sens ethnique du terme, mais d'autres critères peuvent faire l'objet de racialisation. C'est le cas notamment des religions. Aujourd'hui, on va donc aborder la question de l'antisémitisme en France, qui est le terme désignant le racisme visant les personnes juives en tant que groupe culturel, ethnique ou religieux, réel ou supposé. Les personnes juives constituent un groupe racialisé, non pas évidemment dans le sens des races biologiques, puisqu'elles n'existent pas scientifiquement, mais dans le sens où des théories raciales ont été élaborées contre le juif et ont donné lieu à la production d'un racisme émanant des institutions. Aujourd'hui encore, l'antisémitisme se manifeste au quotidien. Il y a eu les mois précédents une succession de faits antisémites qui ont secoué la communauté nationale. À Paris, des croix gammées ont été découvertes sur des portraits de Simone Veil, rescapée de la Shoah. La vitrine d'un commerce tagué Juden en jaune. Dans l'Essonne, on a vandalisé un arbre planté à la mémoire d'Ilan Halimi, victime d'un crime antisémite. La justice a été mobilisée et de nombreuses personnalités politiques ont dénoncé publiquement ces actes. Malgré ces déclarations communes contre la haine, l'antisémitisme en France semble toujours présent, alors que la communauté juive de France est la plus importante d'Europe. Être juif en France, c'est le thème de cet épisode de Kif Taras. Nous avons, pour répondre à cette question, le plaisir de recevoir Myriam Levin qui a accepté de nous livrer son témoignage et son expertise. Salut Myriam. Salut Rokhaya, salut Grace. Merci d'être avec nous. Alors Myriam, tu es journaliste et autrice, tu as beaucoup travaillé sur la question des femmes. Tu as notamment cofondé le site d'information Chic Magazine et écrit « Et toi, tu t'y mets quand pour en finir avec la pression de l'horloge biologique ?» paru en 2018 chez Flammarion. Tu viens de lancer ton nouveau projet, c'était Thune, oui. pas Tunes, sur les juifs tunisiens, d'où le Thune. Tu vas nous parler plus longuement de ce projet tout au long de l'émission. Dans Kif Taras, nous avons un rituel. On demande à toutes les personnes qui acceptent de se joindre à nous de se situer sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, Rokhaya est noire et je suis asiatique. Et toi, Myriam, est-ce que tu te définis et si oui, comment ? Alors, pendant longtemps, je ne me suis pas définie, mais s'il fallait que je me définisse, je dirais que je suis juive avec une tête d'arabe, ce qui me cause beaucoup de problèmes. C'est vrai que tu concentres tous les clichés. Et est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as réalisé ça et il y a comme un déclic ? Ça a été assez progressif. J'ai compris qu'on me prenait pour une arabe assez vite quand l'épicier du coin où mes parents m'envoyaient gamine commençait à me parler en arabe et j'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi. Et ensuite, tout ce qui est plus politique et compliqué, je l'ai compris plus tard, on en reparlera peut-être. Mais en tout cas, pendant longtemps, ça a été un non-sujet parce que j'ai grandi comme vous dans les années 80, 90, touche pas à mon pote, tout ça. On était tous différents, tous pareils. Et donc, le fait d'être juive, ça restait chez moi, on en parlait à peine. Fallait pas que j'en parle trop fort quand même, fallait pas que je le dise trop. Je vous raconterai peut-être des anecdotes à ce sujet. Et voilà, en tout cas, moi, je me souviens d'un moment où ça a changé. Pour moi, il y a clairement un avant et un après 2000 et la deuxième intifada où, du coup, le conflit israélo-palestinien est arrivé dans nos journaux de façon hyper vénère. En tout cas, moi, c'est de l'été où j'ai eu 18 ans. Donc, c'était aussi un moment dans ma vie où je devenais adulte. C'est pile le moment où je suis entrée à Sciences Po, donc je commençais mes études supérieures. Sciences Po, en plus, c'est un endroit où on a pas mal parlé de ça. Et alors là, ça a été hyper violent. C'est-à-dire que là, tout à coup, j'ai compris que c'était pas du tout un non-sujet, que les gens comprenaient rien, que moi-même, il y a plein de choses auxquelles j'avais pas forcément réfléchi. Et à force qu'on me renvoie tout le temps, justement, mon identité juive dans la gueule, il a fallu que j'y réfléchisse. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait énormément d'ignorance, de préjugés. Et puis après, ça n'a été qu'une succession de faits d'actualité qui ont été pas toujours simples. Voilà, je vous parlais de Ilan Halimi, de Mohamed Merah. Voilà, il y a eu des moments où tu prends conscience en fait que t'es différent. Et moi, j'ai une question plus précise, parce que c'est vrai qu'ici, on parle beaucoup de blanchité, du fait d'être blanc. Toi, comment tu te situes justement par rapport au fait d'être blanc ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à amalgamer les juifs aux blancs. Et moi, j'ai déjà des gens juifs qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas blancs. Donc, j'aimerais bien savoir, en fait, comment tu te vis. Ça a été justement une démarche très longue. C'est-à-dire que pendant très, très longtemps, jusqu'à un âge adulte, je me suis complètement vécue comme blanche. En plus, j'ai grandi dans une famille parisienne, bourgeoise. Voilà, pour moi, les histoires d'immigrés, de banlieue, tout ça, ça me concernait pas. Alors qu'en fait, si. Mais ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. En fait, j'ai quand même la moitié de ma famille qui est pas née en France. Voilà, mes grands-parents, mon grand-père qui avait une carte de séjour. Enfin, j'ai compris plus tard qu'en fait, si, c'était aussi mon histoire, mais c'est vrai que c'est toute la complexité de être juif qui est une religion, mais qui est pas qu'une religion. Et du coup,
Moi, j'avais l'impression que j'avais pas le droit de dire que j'avais une double culture, parce que j'avais une religion comme tout le monde, mais il se trouve que je suis pas pratiquante en plus, donc du coup, cette religion, je la vivais pas spécialement à la synagogue, c'était plutôt quelque chose de culturel. Et en fait, c'est aussi quand ça a commencé à se compliquer que finalement, je suis revenue à ça, et en tout cas, j'ai commencé à m'interroger là-dessus, et à sentir que j'avais une double culture. Mais il m'a fallu des années, ça fait très 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 peu de temps que je dis que j'ai une double culture. J'ai tellement été élevée en plus dans l'amour de la République, de la France, j'ai toujours été à l'école publique, enfin, donc pour moi j'étais française, et d'ailleurs je me considère toujours comme super française, je suis française avant tout. Mais j'ai compris qu'on pouvait être français et français et juif. Et quand tu dis que t'as une tête d'arabe, enfin t'es juive avec une tête d'arabe, est-ce qu'il y a des moments bizarres où on te demande... Et toi, t'es d'où ? Et toi, tu dis, je sais pas ce que tu réponds quand on te dit ça. Ça m'arrive à peu près toutes les 5 minutes. En plus, mes parents ne m'ont pas appelée Rebecca, ils m'ont appelée Myriam, donc qui est quand même un prénom rebeu par excellence. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne pensent même pas une seconde que je suis juive. En plus, je m'appelle Levin, donc j'ai une tête d'arabe avec un nom français. Levin, c'est le nom de guerre de mes grands-parents en fait, qui s'appelaient Lévy, qu'on rechangé après la guerre, tellement ils étaient traumatisés par l'antisémitisme justement. Mais donc du coup, les gens se posent même pas la question et pensent direct que je suis franco-algérienne, franco-marocaine ou juste algérienne. On parle en arabe dans la rue tout le temps, ici ou quand je vais au Maroc, en Tunisie, encore plus. Donc c'est assez drôle parce qu'on me demande au bout de 2 minutes d'où je viens, mais alors les gens s'attendent pas du tout à la réponse que je leur donne. D'autant qu'en plus, quand ils ont vraiment du temps, je leur raconte l'histoire de ma grand-mère tunisienne qui a épousé mon grand-père polonais qu'elle a rencontré en France alors qu'il était en voyage en Hollande et qu'il habitait au Brésil et qu'ils ont déménagé au Brésil et que ma mère est née au Brésil. Donc là, si vous voulez toute l'histoire, après, voilà, faut avoir un peu de temps. Donc, du coup, quand tu as grandi en France, que tu nous expliquais un petit peu, tes parents sont pieds noirs. Tu disais un pied noir, du coup. Alors, pas mes parents. Ah, pas tes parents. Une partie de ma famille. D'accord. Je sais pas si tu veux que... C'est intéressant d'avoir justement... Ouais. Comment toi, tu te situes par rapport à ça ? Toi, t'es née en France, t'as toujours vécu à Paris. Voilà, mais du coup, c'est un bon résumé de justement ma vie quotidienne où parfois, j'ai pas le courage de tout raconter et je balaye le truc. Mais en fait, quand je me mets à raconter, je suis obligée de tout raconter. Parce que comme j'ai une tête d'arabe, mais j'ai qu'une grand-mère tunisienne, en fait, finalement, mon histoire, elle est pas si tunisienne que ça. J'ai donc son mari qui était polonais de Pologne. Donc, il était en Pologne, pas comme les immigrés polonais en France pendant la guerre. Et en fait, il était en voyage et c'est ce qui lui a sauvé la vie parce que toute sa famille a été déportée à Auschwitz et personne n'est revenu. Et du coup, après, il a pas voulu revenir en Pologne parce qu'il avait plus rien. Et c'est pour ça qu'il est parti au Brésil. Toute l'histoire brésilienne après. Donc ça, c'est mes grands-parents, c'est le couple des globetrotters, on va dire, qui ont vécu un peu partout. Mais de l'autre côté, du côté de mon père, parce que ça, c'était les parents de ma mère. Du côté de mon père, alors là, on est français depuis à peu près 2 siècles. Enfin, c'est l'histoire, justement, des Juifs alsaciens qui sont devenus français au moment de la Révolution française. Donc, ils sont très attachés à la République et qui sont très, très français, très assimilés, très laïcs. Donc, c'est complètement un autre rapport à l'identité juive, mais qui est très présent aussi. Et je dis souvent en rigolant que je suis un concentré de tous les courants du judaïsme français. Et c'est vrai, du coup, ça m'a, je pense aussi, donné une approche parfois un peu complexe, mais peut-être assez à 360 de ce que c'est qu'être juif en France. Alors, c'est intéressant que tu parles du fait d'être juif en France, parce qu'en réalité, les juifs de France, même si on a la population juive la plus importante d'Europe, mais ils sont 500 000. Ouais. En fait, 500 000, c'est moins d'1% de la population. C'est fou. Et je trouve ça incroyable, en fait, de voir quel espace on consacre aux juifs, quelle place ils occupent aussi dans l'imaginaire collectif en termes de clichés, en termes de présence, d'idées, tous les préjugés par rapport au pouvoir des juifs, quand on sait que même pas 1% de la population française est juive, en fait, de culture juive ou de famille juive, donc c'est même pas lié à une pratique religieuse. Donc, est-ce que toi, quels sont ces clichés auxquels tu as pu être opposé, une fois que les gens savent que tu es juive, à quoi tu fais face ? Et toi, comment tu vis justement le fait que finalement, vous n'êtes pas si nombreux que ça, mais en réalité, il y a une omniprésence du discours antisémite dans plein de sphères ? C'est très fatigant en effet parce que dans ta vie de tous les jours, tu en fréquentes pas tant que ça. En tout cas, moi, j'en fréquente pas tant que ça. Et en fait, t'as l'impression en effet que beaucoup de gens sont obsédés par ça, que c'est pas du tout représentatif de ce que tu peux vivre, des gens que tu peux connaître. Et évidemment, il y a une tonne de clichés sur le pouvoir, les médias, l'argent, mais qui ont tellement rien à voir avec les juifs que je connais. Enfin, il suffit d'en connaître en fait pour savoir que c'est pas comme ça. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les noirs, les arabes, les asiatiques. En fait,
souvent, ceux qui disent les plus grosses énormités n'ont jamais parlé à un juif de leur vie. Ça, c'est un grand classique quand même. Et c'est ce qui est quand même très déprimant et très décourageant parce que ces clichés-là, ils sont pas nouveaux. Ils datent de plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles. Et on voit qu'ils disparaissent pas. J'ai une petite tendance à être pessimiste. Je vois pas très bien pourquoi ils disparaîtraient alors qu'ils reviennent après 6 millions de morts. Enfin, je sais que c'est toujours, on est toujours accusé de point Godwin, etc. quand on évoque ça, mais c'est quand même pas rien en fait quand on s'arrête 2 minutes sur ce qui s'est passé en Europe et en France, et notamment ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé moi avec mes grands-parents qui étaient français mais archi français et qui pratiquaient pas vraiment le judaïsme et qui se sont sentis vraiment trahis par leur pays, voilà, d'avoir été déchus de la nationalité, de tout en fait, c'est quelque chose, une fois qu'on a fait ce travail d'assimilation qui n'est même plus un sujet pour ces générations qui étaient ici, se sentir voilà, un étranger dans son propre pays, c'est quelque chose qui finalement est pas si fréquent et qui est très violent. Pour les clichés qui reviennent souvent sur les personnes juives, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle à faire avec les personnes asiatiques, parce que c'est un peu les mêmes choses qu'on entend, c'est-à-dire vous êtes partout. Vous êtes riche, puisqu'il y a aussi ce cliché sur les Asiatiques, alors pas de la même manière. Voilà, la mort de Zhang Xiaolin à Aubervilliers, elle est liée au cliché que cette personne, enfin, on pensait qu'il était riche, qu'il avait de l'argent liquide sur lui. Donc c'est une autre forme de richesse, mais une richesse plus populaire. Il y a aussi le truc sur le sens des affaires. Ouais, ils ont le sens des affaires, c'est vrai, c'est diaspora. Qui savent faire de commerçants, l'argent, tu vois, voilà, ce préjugé, business. Ouais, c'est ça. Et voilà. Le sentier, j'ai envie de dire. Bah oui, le sentier. Non, mais en plus, le sentier, il a été occupé. Il y a beaucoup de juifs dans le sentier. Maintenant, c'est les Chinois qui ont pris. Et Aubervilliers suit le même parcours. Donc, il y a vraiment. Moi, je trouve qu'il y a un parallèle. Mais tout à fait. Mais d'ailleurs, ce fait divers-là, moi, me rappelait celui d'Ilan Halimi. C'est exactement la même chose. Il était censé avoir de l'argent, alors que pas du tout. Enfin, c'est incroyable. Et je veux dire, c'est flippant. C'est hyper violent. C'est dans notre pays, ça aurait pu nous arriver à nous, à nos frères, etc. Et c'est vrai que ça, enfin, j'imagine que ça a été violent pour toi grâce à ce moment-là. Moi, je me souviens que Ilan Halimi, ça a été un choc terrible, vraiment, parce que tu te dis mais c'est pas possible. En fait, on en est encore là, ce cliché-là. En plus, ils ont pas du tout choisi quelqu'un de riche. Enfin, c'est la preuve que c'est un fantasme. Oui, c'était un vendeur en fait qui vendait dans une boutique de téléphonie mobile. Il venait de banlieue, je crois. Donc c'était vraiment quelqu'un de classe populaire. Ah ouais, quoi. Vraiment. Et comme il y en a plein. Et donc c'est vrai que Ilan Halimi pour moi est le visage de ces juifs-là qui sont hyper nombreux, qui sont donc surtout séfarades, mais enfin il y a aussi plein d'ashkénazes populaires. Enfin les juifs c'est donc exactement. Séfarades, c'est ceux qui sont originaires d'Afrique du Nord, et ashkénazes d'Europe de l'Est. Exactement. Et c'est vrai qu'en France on a la particularité d'avoir les deux grosses communautés ashkénazes et séfarades, ce qui est pas très courant dans le monde. Voilà. Mais du coup Ilan Halimi en effet avait été, enfin pour moi de toute façon c'était une des premières crises très inquiétantes des dernières années. Alors, il y a des clichés évidemment qui sont très très présents sur les juifs, mais il y a aussi des personnalités juives qui parfois investissent un petit peu ce registre. Je propose d'écouter un extrait d'un film qui a cartonné en France. Vous êtes ashkénaze, j'ai vu tout de suite. Non plus. Mais quoi, vous êtes pas juif? Ah si, pardon. Si, je suis juif, oui. Vous êtes ashkénaze, c'est bien ce que je disais. Voilà, non mais c'est parce que j'avais pas compris. Oui, Weber, c'est pareil, c'est la même chose, c'est comme Bansard. Oui, c'est pareil. Alors, c'était un extrait de La vérité si je mens, le premier, où on entend Elie Kakou et Richard Anconina. Alors, c'est intéressant parce que c'est en même temps un film qui, je pense, éveille beaucoup de sentiments, de nostalgie, etc., etc. Et on voulait savoir, en fait, comment tu l'avais vécu. Est-ce que c'était beaucoup trop de clichés? Et comme, en plus, il y avait plein de choses qui étaient... Enfin, plein d'acteurs de ce film qui étaient eux-mêmes issus de différentes communautés juives. Donc, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de positif ou est-ce qu'au contraire, ça alimente des clichés contre les juifs? C'était génial que vous ayez choisi cet extrait parce que c'est l'histoire de ma vie. Weber c'est Weber et Bansard c'est Ben Saïd. Le vin c'est Lévi. Donc j'ai cette blague, je l'ai fait mais 1 milliard de fois. En effet, La vérité si je mens aussi a été un marqueur dans ma prise de conscience. C'est bien que vous ayez choisi ça, du fait que j'étais juive parce que j'étais ado quand c'est sorti et pour la première fois je voyais au cinéma des juifs. Enfin c'était fou pour moi. C'était quelque chose quand même dont on parlait à la maison, plutôt en baissant la voix. C'était jamais quelque chose dont je parlais hors de chez moi. Donc j'étais à waouh, en plus ça fait des millions d'entrées, incroyable. Ensuite, moi c'était pas du tout mon univers, puisque donc j'ai plutôt grandi dans une famille majoritairement ashkénaze, parisienne, bourgeoise, voilà, on n'était pas du tout en mode La vérité si je mens, hyper show-off, etc. Mais
J'ai beaucoup aimé ce film. C'est un film qui est culte chez beaucoup de juifs. Donc oui, c'est super, c'est une grosse référence. Mais le problème, c'est que les juifs ont le sous-texte et ont de l'humour et peuvent avoir du second degré sur certaines choses. Et donc dans ce cas, ça nous fait beaucoup rire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et ça j'en ai croisé plein dans ma vie, qui du coup n'ont eu de contact avec les juifs que ce film. Et donc me voient et me font « Yallah !» Et je suis là, alors les amis, on va se calmer, j'ai fait des études supérieures, je mange pas de couscous tous les vendredis. Non mais donc ça me fait beaucoup rire et j'ai beaucoup d'affection pour ce genre de personnage. Mais je pense que ça a en effet contribué à entretenir des clichés. C'est toujours le même problème. C'est le débat de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où je suis aussi assez partagée en fait. C'est-à-dire que quand t'as les codes et que t'as vécu ce genre de moment, etc., tu rigoles parce que voilà, c'est du vécu. Mais quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, ouh là là, mais qui sont ces gens? Ils sont étranges. Bah, c'est comme quand t'appartiens à une communauté réelle ou supposée. En tout cas, quand t'appartiens à un groupe, c'est pas la même chose de faire des blagues dans ce groupe, au sein de ce groupe, que de les exposer à l'extérieur, parce que tu sais qu'elles peuvent être mobilisées par des gens qui sont pas forcément, qui vont peut-être reproduire des choses négatives, quoi. Et là, t'as évoqué les séfarades et les ashkénazes. C'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de comprendre ce qui peut être différent, puisque les ashkénazes sont européens et les séfarades sont africains, du coup. Ouais. Donc ça, culturellement, c'est assez différent. Et je pense que... Enfin, c'est pas dans les clichés, mais on retrouve plus de gens issus des classes populaires dans les gens qui sont originaires d'Afrique du Nord que dans les gens qui sont issus des communautés européennes. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce cliché des séfarades un peu bruyants, etc., qui viennent du soleil, et des ashkénazes un peu plus intello, un peu plus posés, un peu plus en fait blancs. Oui, oui, mais d'ailleurs dans la communauté juive elle-même, il y a historiquement un grand mépris des ashkénazes envers les séfarades, qui est en train de changer à notre génération parce qu'il y a eu plein de mariages mixtes. Donc typiquement, moi, je suis issue de ces mariages mixtes et la plupart de mes amis juifs, c'est pareil. J'ai très peu d'amis 100% séfarades ou 100% ashkénazes. Mais oui, en effet, finalement, elle correspond à des vagues d'immigration française non juive. C'est un peu les mêmes clichés qu'il peut y avoir entre communautés ou entre Français de souche, comme on dit, et les autres. C'est vrai que finalement, les séfarades, qui sont arrivés dans les années 60 du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, voilà, du Maghreb. En fait, c'est plus ou moins la même immigration que les Maghrébins non juifs. Et c'est pour ça que parfois, c'est hallucinant de voir à quel point on oppose ces communautés, puisque c'est globalement la même histoire. Ils ont immigré dans les mêmes endroits, dans les mêmes villes, dans les mêmes immeubles. Donc, c'est bien aussi de le rappeler. Il y a vraiment une partie de cette histoire qui est commune. Ensuite, les Ashkénazes qui étaient là depuis longtemps, et donc moi, c'est aussi une partie de ma famille, qui se sentaient eux très français, voilà, qui étaient très intégrés, etc., avaient pas forcément envie d'être mis dans le même sac. Ils voulaient bien spécifier leurs différences, mais nous, c'est pas pareil. Nous, on n'a pas d'accent pied noir, etc. Donc, je pense que ça vient de là aussi. Mais de même que dans les années 30, ça aussi, je me souviens, moi, ma famille me disait toujours, nous, on était déjà français, on n'avait rien à voir avec ces tailleurs polonais qui arrivaient. En fait, finalement, l'histoire est un éternel recommencement. Hein. Ça fait un peu penser, tu vois, la distinction qu'il peut y avoir entre les Antillais et les Africains, qui sont tous noirs, donc qui sont perçus comme les mêmes, mais d'autres qui disent, attendez, nous, on est français depuis 400 ans, on n'a rien à voir avec ces musulmans, enfin, pour la moitié, etc., etc. Donc, c'est toujours ce truc-là de ne pas vouloir être amalgamé à la dernière vague qui est perçue comme plus bruyante et très très différente de la population qui était déjà là, quoi. Oui, alors qu'en fait, s'il y a un charter pour les blédards en tout genre, on y sera tous. Oui, c'est exactement ça. Je pense que les gens vont pas faire dans la dentelle pour faire des distinctions entre les Levins et les Lévis. Ouais, c'est clair. Et pour revenir sur l'humour communautaire, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de rire de soi, de sa communauté, et que ce rire-là, et du coup, il traverse les frontières de ces communautés-là. Moi, j'ai un peu cette réflexion par rapport à... Les gens me disent souvent « Ah, vous n'avez pas d'humour ?» Parce que les Asiatiques, on a eu une période où il y a eu de l'humour porteur de préjugés, comme le sketch des Chinois de Kev Adams et de Gad Elmaleh. Et justement, à cette période-là, on nous a dit « Mais vous n'avez pas d'humour, c'est pas comme les Juifs. Regardez les Juifs comme ils ont de l'humour sur eux. Et vous avez un balai dans le cul. » Tu vois. Et on m'a vachement parlé de ce truc de la vérité. Si je me regarde, eux, au moins, ils ont de l'autodérision. C'était ça le mot, tu vois. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, de se dire que tout dépend du contexte dans lequel tu parles de ça. Et donc, la vérité, excuse-moi, ensuite, il y a eu d'autres épisodes, enfin, d'autres volets, voilà. Et donc, le troisième, notamment, se passe en Chine. Oui. Et là, je me suis rendu compte que
on riait, mais on riait des autres, tu vois. C'est-à-dire que, alors, ils rient d'eux-mêmes, bien sûr, il y a de l'autodérision, mais là, il y a toute une partie en Chine où il y a la scène de Cyril Hanouna qui fait le kidouche, je crois. Le kidouche, qui est la prière du vin. Voilà, la prière du vin, voilà. Et il le fait en chinois, enfin, il fait dans une langue qui pense être chinois. Bon, bref, en charabia, enfin, je sais pas comment, en ching chang chong, là, tu vois, cette langue-là. Mais ce qui est fou, c'est que quand tu dis en français, en chinois, c'est généralement, ça veut dire que c'est une langue que tu comprends pas, tu vois, donc c'est horrible. Et du coup, et après, il y a toute une scène au restaurant où ils mangent des verres, enfin bon, ça n'existe tous pas. Les clichés, tu vois, ça n'existe pas. Et je trouve que ça fait encore plus mal de te sentir moqué par des personnes qui elles-mêmes combattent normalement le racisme ou combattent une question de préjugés, tu vois, enfin, sur leur propre communauté. Mais je te rassure, des clichés sur les juifs, il y en a aussi plein. Le film, d'ailleurs, je me souviens plus du tout du 3, je me souviens que j'avais pas aimé, je l'ai jamais revu d'ailleurs. Je pense aussi que l'époque avait changé. Donc quand le 3 est sorti, voilà, on n'était plus du tout dans la même époque. Encore une fois, le 1 aurait jamais dû autant marcher. Je pense pas qu'il s'attendait à un tel succès aussi et que ça reste dans le temps. Mais oui, cette histoire d'humour entre les communautés, moi aussi, j'ai fait du chemin là-dessus. J'en parlais encore récemment, je crois la semaine dernière, avec des amis journalistes blancs. Et mecs pour certains, et on parlait justement de l'humour, que les femmes n'ont pas d'humour, parce que c'est aussi un parallèle que tu peux beaucoup faire sur les blagues sexistes. Et en fait, ça y est, moi j'ai adopté une position, moi je suis pas drôle en fait, je veux plus qu'on fasse des blagues sur personne. Donc en fait voilà, c'est clair. Je fais en privé évidemment, en fonction du public, bien sûr, tu t'adaptes. Mais en fait, moi si j'ai pas quelqu'un qui appartient vite fait à une minorité, je trouve sa blague pas drôle. Et c'est ce que je me suis tuée à expliquer pendant une soirée à des mecs qui trouvaient que les filles n'avaient pas d'humour, et j'étais pas la seule femme, on était deux, et on leur expliquait, mais vous pouvez pas comprendre en fait, vous n'êtes jamais, en tant que mec blanc, vous n'êtes jamais du côté du moqué, vous êtes tout le temps du côté de celui qui se moque. Donc en fait, moi, à partir du moment où plein de fois dans ma vie j'ai été du côté du moqué, en tant que femme et en tant que juive, en fait, je peux plus supporter ça pour personne. C'est une question d'empathie, c'est ce que je ressens à ce moment-là est tellement désagréable, et je pense qu'on l'a tous vécu ici, où tu souris poliment en disant c'est pas drôle du tout, mais en fait, j'ai pas envie de foutre une sale ambiance, donc je vais fermer ma gueule. En fait, ça maintenant, j'arrête de fermer ma gueule et je le dis. Et je dis en fait, cette blague antisémite, moi, elle me fait pas rire, je suis désolée. En plus, comme les gens croient que je suis arabe, du coup... ils y vont. Non, mais il n'y a pas forcément de filtre, donc en général... donc voilà, en général, ça calme un peu. Mais voilà, et ce qui m'attriste, c'est que je me dis, bon, quand je suis là, du coup, ils en font plus. Quand je suis pas là, je sais pas ce qui se dit. Mais je pense que c'est très important que chacun à notre échelle et chacune, quand on entend quelque chose, on le laisse pas passer. C'est important, tu parlais justement du fait que tu étais avec des amis journalistes. Tu es aussi intervenu en école de journalisme pour parler avec une autre journaliste qui s'appelle Myriam Alaoui, pour parler justement des clichés juifs arabes dans la presse et dans les médias français. Qu'est-ce que tu avais observé et qu'est-ce que tu enseignais ? Ouais, alors ça c'était super intéressant, on l'a fait ça temporairement, on aimerait bien le refaire. Alors je précise quand même qu'on a eu l'idée de faire ce cours au CFPJ, donc qui est un centre de formation de journalistes en alternance, donc avec des jeunes journalistes mais qui travaillent déjà dans des rédactions. On a eu l'idée de faire ce cours parce qu'en fait on intervenait 3 semaines après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et il fallait qu'on choisisse un thème d'actu pour les faire travailler. Myriam et Myriam, c'était trop beau, on n'avait jamais bossé ensemble, on se connaissait pas, mais on avait le même âge. Et je savais pas du tout quelle était sa sensibilité sur ces sujets. Je veux dire, il y a des gens qui ont pas du tout envie de parler de ça. On aurait pu ne pas être d'accord, mais je lui ai dit, écoute, moi, j'ai une obsession en ce moment dans l'actu, parce que c'était le moment où toutes les unes fleurissaient sur juifs et musulmans en France, etc. Et j'étais là, j'ai une obsession en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on va devenir en fait. Je suis hyper inquiète. Est-ce que tu veux pas qu'on les fasse travailler là-dessus ? C'était un groupe de bons petits Français qui était excellent par ailleurs, mais c'est vrai que la plupart, je pense, fréquentaient ni juifs ni arabes, donc c'était intéressant de les faire bosser là-dessus et de voir un peu de ce qu'il en ressortait, et on l'a refait plusieurs fois. Mais du coup, ce qui a été passionnant, c'était de voir à quel point ils étaient hyper flippés de parler de ça, alors que j'étais là, mais combien de fois t'as dû faire un papier sur l'aéronautique où t'y connais rien et t'y vas et tu te renseignes auprès des bonnes personnes. Bah là, c'est pareil, t'y connais rien, mais tu vas essayer de chercher les bonnes personnes. Et c'est là où tu te rends compte que c'est touchy, et c'est aussi pour ça qu'on lit des énormités dans les médias. C'est que ces apprentis journalistes, ils sont à l'image des médias français, c'est-à-dire très 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 blancs. Donc là, pour moi, les juifs sont dans les non blancs, c'est-à-dire que dès que tu parles des communautés en général, les gens n'y connaissent rien.
rien et ont peur. Donc en fait, c'est le meilleur moyen de raconter n'importe quoi. Et je milite vraiment pour que ça change. On est un certain nombre, ici vous êtes sensibles à cette cause, mais nos médias ne sont pas du tout représentatifs. Et c'est un vrai problème quand il se passe des choses comme l'attentat de Charlie ou de l'Hypercacher. Il y a beaucoup de choses qui du coup ne sont pas bien traitées, je trouve, dans les médias. Et du coup, qui perpétue les clichés que tu souhaites casser, quoi. Exactement. Et encore une fois, là, moi, je parle des juifs et des musulmans parce que c'est un vrai sujet aussi en France. Je veux dire, il y a vraiment un discours sur ces deux communautés qui me met très mal à l'aise parce que finalement, je trouve que, et c'est très symptomatique ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que finalement, qui va aller poser une gerbe sur la tombe d'Ilan Halimi et se distinguer du reste du cortège républicain, c'est Marine Le Pen. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un espèce de... Et quand elle fait ça, quelque part, elle accuse ces méchants islamistes qui ont tué Ilan Halimi, ce qui est vrai. Je veux pas du tout minimiser ce qui se passe. C'était même pas un islamiste, en fait. C'était un mec qui était de culture musulmane, mais c'était juste un mec qui était il l'a pas fait en tant que musulman, il l'a fait en tant que... c'est un antisémite, quoi. Oui. Alors ensuite... Il se trouve qu'il est fou et il se trouve, on va pas se mentir non plus, qu'il y a vraiment un antisémitisme islamiste. Je n'ai pas dit antisémitisme musulman parce que ça aussi c'est important de faire la différence. Oui, par exemple pour l'Hypercacher, c'était le cas. Oui, et puis Mohamed Merah, sûr. Et Ilan Halimi pour moi ça rentre là-dedans. Enfin, je veux pas du tout minimiser, mais par contre c'est ce qui est très dangereux. Je remarque juste en fait que ceux qui ont tendance à mettre ces deux communautés les unes contre les autres sont pas nos amis ni aux uns ni aux autres. Voilà. Et je trouve qu'il y a une instrumentalisation qui est assez dangereuse et j'ai envie, et qui me rend très malheureuse parce que dans la vraie vie, il y a aussi beaucoup de juifs et de musulmans qui vivent bien ensemble et vraiment, et c'est pas un mythe et c'est pas une nostalgie, c'est le cas. Et en fait, à force de leur répéter qu'ils sont ennemis, évidemment qu'ils le deviennent. Et puis il y a plein d'autres choses qui se passent dans le monde qui font que. Mais moi, ça m'attriste énormément. Et en effet, j'appartiens à la génération qui a grandi dans une forme de vivre ensemble où c'était pas un sujet et où on est français avant tout, et c'est très important quand même de le rappeler. Et je pense qu'on a tous quand même cet attachement à notre pays qui est la France, et ensuite ce qui se passe chez nous, ce serait pas mal aussi que parfois on arrive à le laisser un peu chez nous. Oui, dans les dernières semaines, on disait qu'il y avait eu beaucoup d'incidents, notamment lors des actes successifs des manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu récemment l'amalgame entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et ça fait beaucoup parler. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer, réexpliquer quelle est la différence entre les deux et pourquoi c'est dangereux d'en faire un même combat. Un amalgame. Alors, je sais même pas par où commencer, tellement c'est le principal problème, je pense, depuis 2000. Moi, je vous disais, ma prise de conscience que j'étais juive date de la deuxième intifada, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout à coup, tout le monde s'est passionné pour le conflit israélo-palestinien. Tout le monde. Et du coup, c'était fou, parce que moi, j'avais jamais été en Israël. Il se trouve que je suis allée en Israël pour la première fois de ma vie à 25 ans, ce qui est assez rare, mais c'était mon cas. Et donc, moi, j'avais vraiment aucune attache avec Israël. J'avais pas de famille là-bas, etc. Donc, j'hallucinais vraiment de ce que j'entendais, de toi c'est pas pareil, etc. J'étais là, mais quoi, moi c'est pas pareil, j'ai rien à voir avec Israël, je suis française, et je pense qu'on a un certain nombre dans ce cas. Et j'ai vraiment pris conscience très jeune de l'amalgame qui était fait entre juifs, israéliens. Alors c'est le problème, c'est que israélite voulait dire juif avant, donc c'est vrai que je comprends quand on n'y connaît rien qu'on fasse une confusion. Pour moi, c'est le même genre de confusion qui est faite entre musulmans, islamistes, et il y a un moment où les mots ont leur importance, et c'est pour ça que je me bats pour que les journalistes aient les bons outils. C'est hyper important de bien nommer les choses. Et donc, un juif n'est pas un israélien. Et globalement, je ne comprends pas, enfin si, je sais exactement pourquoi ça se passe, mais ça ne devrait pas se passer. On est en France, pourquoi est-ce qu'on est aussi obsédé par ce pays qui est lointain, qui est un petit pays, où il se passe plein de choses très intéressantes, mais comme dans plein d'autres pays. Moi, je me passionne pour l'Amérique latine. Je ne comprends pas pourquoi on ne me parle pas de ce qui se passe à la frontière mexicaine autant que ce qui se passe en Israël, au Salvador, au Venezuela. Enfin, voilà, il y a une obsession pour ce pays qui n'est pas très saine. On va pas se mentir. Donc, c'est vrai que, évidemment, qu'on peut critiquer la politique du gouvernement israélien. Je suis la première à le faire de temps en temps. Mais je comprends pas cette obsession. Enfin, cette obsession n'est pas saine. Donc, c'est là où moi, c'est vrai que j'ai toujours un warning qui s'allume quand j'entends des diatribes hyper violentes qui sont souvent sorties de nulle part. Je suis là, mais pourquoi vous intéressez pas au Rwanda, au Darfour, à l'Inde et au Pakistan ? Enfin, je veux dire, c'est des conflits ethniques où il y a 10 000 fois plus de morts, 10 000 fois plus de violence, ça dure depuis hyper longtemps. Donc, je trouve quand même qu'il y a un truc pas réglé. Ensuite, donc je pense que c'est important que les gens qui s'intéressent à ce sujet soient au clair sur pourquoi ça
ça les passionne autant ? Pourquoi il y a une telle haine ? Parce que je la retrouve pas sur d'autres sujets. Donc pour moi, c'est quand même un peu suspect. Et c'est là où il faut s'interroger et il faut faire de l'éducation. Quand je vous racontais mon entrée à Sciences Po, donc en septembre 2000, pile au moment de l'intifada, j'étais assez frappée par ce que j'entendais. Voilà, on rentrait à Sciences Po Paris. Moi, j'imaginais que j'allais entendre des gens hyper cultivés, etc. On venait de bosser un concours hyper difficile. J'avais passé mon année dans les livres d'histoire. Et j'étais là, mais c'est pas possible, en fait. On n'a pas lu les mêmes livres d'histoire. J'ai les dates en tête. Enfin, je viens de l'apprendre. Et toi aussi. Ne raconte pas n'importe quoi. Enfin, il y a dans les deux sens, je veux dire, on peut faire dire ce qu'on veut aux faits historiques, mais je trouve ça important, en fait, quand on prend la parole sur ces sujets, de dire des choses factuelles, précises, et ce n'est que très rarement le cas. Voilà. Pardon pour ce long passage, mais c'est important et je pense que c'est assez grave ce qui est en train de se passer et que c'est important que les gens lisent des livres avant de prendre la parole et surtout arrête de nous parler autant d'Israël. On est en France. Moi, toi, Rokhaya, toi, Grace, je veux dire, ça nous concerne pas. Il y a plein d'autres sujets qui nous concernent en France. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Juifs en France. Il y a une histoire de l'antisémitisme très ancienne et très forte en France, mais qui n'a rien à voir avec Israël. Donc peut-être intéressons-nous à ce qui se passe dans notre pays. Après, il y a une autre question que je voudrais te poser, c'est par rapport à la représentation. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, quand on a reçu des personnes qui étaient issues de groupes minorés, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une sous-représentation, notamment par rapport aux personnalités publiques, des Noirs, des Asiatiques, des personnes d'origine maghrébine. Et c'est peut-être moins le cas pour les personnes juives. On a des figures majeures dans le domaine des médias, etc., qui sont très, très visibles, qui s'expriment ou non sur la condition juive. Mais c'est vrai que ça fait une différence. Et je pense que ça alimente aussi le fantasme de l'omniprésence. Donc toi, est-ce que tu as ce sentiment qu'on peut avoir de ne pas être représenté ou d'être représenté par des gens qui ne correspondent pas à ce que tu... Enfin, ou peut-être qui réduisent en fait la complexité du fait d'être juif, etc. Ou est-ce que tu as un autre sentiment, toi ? Alors, c'est vrai que par rapport à d'autres communautés, il y a peut-être plus de juifs visibles. Bon, déjà, il y a une communauté juive très ancienne en France, donc il y a aussi ça. Il y a une partie des juifs qui sont là depuis très longtemps. Il y a aussi une histoire de minorité du juif errant, c'est-à-dire depuis des millénaires, le juif est quand même chassé de tous les pays. Ça fait partie de notre histoire, on nous l'apprend. Et donc, on nous apprend à être bon à l'école, mais comme tous les enfants d'immigrés, en fait, t'es bon à l'école parce que c'est ta chance de t'en sortir. Donc, je pense qu'il y a une vraie tradition quand même du savoir et des études qui fait que peut-être les juifs font un peu plus d'études que d'autres, mais encore une fois, il y a aussi plein de vendeurs de téléphones, donc on arrête 2 secondes le fantasme. Et surtout, il y a énormément de domaines qui leur sont autant fermés qu'aux autres. Tout ce qui est très prestigieux, finalement, moi je me souviens d'une amie à Sciences Po, justement, qui me disait, d'une amie juive, qui me disait, je rêve d'être ministre des Affaires étrangères un jour, mais c'est mort, en fait. Avec mon nom juif, je serai jamais ministre des Affaires étrangères. Et j'y avais jamais pensé. C'est ce qu'on avait dit. Mon grand-père, il disait toujours ça de Strauss-Kahn aussi. Il disait, j'y crois pas du tout, jamais un juif va être élu président de la République. J'ai toujours entendu ça et je pense que c'est vrai. Tu regardes le CAC 40, enfin, il y a plein d'endroits, en fait, de pouvoir et de vieille France, qui est très, très fermée aux juifs. Et les juifs ne font pas du tout partie de la vieille France. Et c'est ça que parfois, je trouve que parfois certains juifs oublient que, on est aussi métèques que les autres. Et fine, ça fait aussi notre richesse. Justement, cette double culture, c'est intéressant d'avoir ce regard. Mais voilà, faut aussi pas oublier qu'il y a plein de portes qui sont fermées aux juifs. Alors quand on est une femme, je vous raconte pas. Ça aussi, c'est vrai que c'est aussi encore autre chose. C'est quand même une religion, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, mais la particularité du judaïsme, c'est que c'est à la fois une religion et une culture, et ça aussi, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Moi-même, ça a été un long cheminement que de pouvoir affirmer que je suis juive. D'ailleurs, c'est la première fois quand même que j'en parle comme ça. Donc, c'était pas évident, parce que justement, on m'a déjà appris à pas le faire et à pas dire trop fort que j'étais juive. Et en plus, c'était compliqué pour moi de comprendre que je pouvais être juive sans être pratiquante, que c'était une culture. En ça, je pense que les musulmans peuvent assez bien comprendre ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de musulmans qui ne sont pas du tout pratiquants, mais qui se sentent très attachés quand même à une forme de culture. Les bouddhistes aussi, on peut comprendre ça. Bon, bah voilà. Parce que tu as une culture que tu hérites avec une imagerie et une espèce de philosophie, on va dire, qui est d'ailleurs très mise en avant, tu vois. Enfin, une philosophie bouddhiste, on croit que c'est une philosophie d'ailleurs, le bouddhisme. On ne croit pas que c'est une religion. Ouais. Et donc, du coup, je comprends vraiment la différence entre la culture et la religion. Voilà. Et après, peut-être que ce qui est spécifique pour les juifs, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans l'identité qui sont construites dans l'oppression. C'est-à-dire que le fait d'être en permanence victime d'interdiction, d'exercer certaines professions, de devoir se cacher, etc., ça construit aussi une conscience du groupe et
un instinct de survie, en fait une volonté de survie qui est beaucoup plus forte que pour un groupe qui aurait été toujours accepté. C'est vrai que l'histoire des Juifs de France, c'est une histoire d'oppression permanente et aussi, d'oppression d'État. Oui, et puis dans le monde entier, en fait, c'est aussi la particularité des Juifs. C'est un peuple qui a toujours été une minorité, où qu'il soit, toujours. Donc du coup, qui se construit comme tel. Donc en effet, en ayant une grande volonté de s'intégrer quand même dans tous les pays où ils sont. Donc ça construit aussi le rapport à la nation, à la France. Et c'est vrai que le seul pays dans l'histoire où les Juifs sont majoritaires, c'est Israël. Donc, qui a été quand même créé dans un contexte très particulier, juste après la Shoah, après un siècle d'antisémitisme ultra violent dans le monde entier. Donc, en effet, où les mecs étaient quand même butés chez eux, spoliés, détruits, etc. Donc, en effet, il faut pas oublier que Israël a vu le jour dans ce contexte-là. Mais à part ça, donc ça fait même pas 100 ans, les Juifs n'ont jamais été majoritaires. Donc du coup, en effet, c'est une identité qui se construit toujours un peu cachée, pas faire de vagues. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tous les enfants d'immigrés peuvent comprendre et que tous les Juifs, qu'ils le veuillent ou non, portent en eux. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de pas l'oublier, qu'on partage ça avec toutes les autres communautés et que c'est une richesse, en fait. Moi, je trouve pas du tout que ce soit compliqué, négatif. Au contraire, il y a plein de choses qu'on peut comprendre les uns des autres. Il y a un truc qui me semble important dont il me semble important de parler, c'est vrai que dernièrement, la France a cette particularité-là que c'est aujourd'hui en Europe le seul pays où des gens ont été tués parce que juifs. Et ils ont été tués dernièrement par des personnes qui se revendiquent ou de l'islam, vraiment des terroristes, que ce soit Mohamed Merah ou Ahmedi Koulibaly. Donc ça, c'est quelque chose de factuel qu'on ne peut pas contester. Et pourtant, l'antisémitisme en France est ancien. Il n'est pas seulement issu de populations qui sont originaires de familles musulmanes. Et c'est vrai que du coup, à la fois, il y a une inquiétude que je comprends, qui est tout à fait rationnelle. C'est-à-dire que je peux comprendre que quand on est juif aujourd'hui, on se sente potentiellement mis en danger personnellement par des personnes qui vont revendiquer l'islam. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une espèce de discours aujourd'hui très très réducteur qui donne le sentiment que l'antisémitisme de France a surgi dans ces communautés-là uniquement. Donc toi, comment tu te positionnes ? Est-ce que tu ressens cette crainte ? Est-ce que toi, tu te sens en danger, tu te sens potentiellement exposé à des agressions, donc est-ce que tu te protèges ? Et est-ce que tu as l'impression que le discours d'aujourd'hui peut-être omet une partie de l'histoire de France ? Oui, complètement. Déjà, moi, j'ai la chance, et j'espère que ça va durer, de ne pas me sentir inquiétée. Mais je me rends compte aussi que j'évolue dans un milieu parisien, intellectuel, etc., qui fait que je suis beaucoup plus protégée que d'autres. Le fait que j'ai une tête d'arabe aussi fait qu'on ne m'identifie pas comme ça. Non, mais voilà. Donc, j'ai conscience quand même qu'il y a des Juifs pour qui c'est très difficile, et je comprends que le climat actuel fasse peur, et il y a vraiment des raisons de s'inquiéter, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, je suis très dans le dialogue et le rapprochement des communautés, etc., mais c'est vrai qu'il faut dire que ça va pas. En ce moment, ça va pas. C'est compliqué d'être juif et ça m'embête vraiment que dans mon pays que j'aime, la France, ce soit aussi compliqué. En revanche, là où tu as raison, c'est qu'en effet, on n'a pas attendu les Arabes pour avoir de l'antisémitisme. Il y a en effet des rivalités, mais à remettre dans le contexte aussi de l'histoire coloniale. J'aimerais juste en dire un mot parce que justement mon projet Stay Tune que je viens de lancer sur Instagram, qui donne la parole aux Juifs tunisiens en France mais aussi ailleurs, je veux aussi vraiment montrer que pendant 2000 ans, les Juifs ont vécu avec les Arabes en Tunisie en plutôt bonne intelligence. C'était pas toujours parfait, mais globalement, ça se passait bien. Et c'était vrai dans plein de pays. Il y avait des communautés juives dans tout le monde arabe. Et on a eu tendance à oublier cette histoire qui fait qu'on a énormément de choses en commun. Et d'ailleurs, on se ressemble. Et moi, c'est l'histoire de ma vie, puisque tout le monde me prend en permanence pour une arabe. Donc, je trouve que c'est important de vraiment rappeler ça. Et qu'en effet, pour moi, il y a une forme d'instrumentalisation. Même si il faut pas être dans le déni de certaines rivalités, encore une fois, qui datent beaucoup de la période coloniale. Et peut-être que la France aussi c'est comme tout ce qui a trait à la guerre d'Algérie. Enfin, il y a des choses qui n'ont pas été résolues. Et la France a joué un rôle, effectivement, en distinguant pendant la colonisation les Juifs des Arabes et peut-être en octroyant un statut différent aux Juifs qui a pu alimenter peut-être... Voilà, mais ça, c'était que en Algérie. Oui, c'est ça, en Algérie. Voilà, dans les autres pays, c'était un peu différent. C'était des protectorats. Donc je pense que ça n'a pas aidé, en fait. Ouais. Voilà. Mais ensuite, pour revenir à l'antisémitisme français et international, j'ai envie de dire, il a toujours existé. Je veux dire, il est très lié à l'histoire du christianisme aussi, enfin, surtout. Et du coup, en effet, il ne faut pas se voiler la face. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en se focalisant sur un antisémitisme présumé de l'islam des banlieues, encore une fois, qui existe, mais pas partout et pas chez tout le monde. Moi, tous les gens que je connais ne sont pas concernés, donc voilà, j'ai cette chance. En se focalisant sur celui-là, on oublie tout le reste qui est énorme. Et d'ailleurs, ce qui se passe avec les Gilets jaunes est intéressant, parce que là, on se rappelle en fait qu'il y a un antisémitisme ancré en France. Cette vieille France, elle n'a pas disparu du jour au lendemain. Je pense qu'elle a juste arrêté de parler parce que traumatisme, parce que culpabilité et
encore heureux, j'ai envie de dire, que l'antisémitisme ne puisse plus être open bar après ce qui s'est passé, mais ça revient. Et malheureusement, je pense que ça disparaîtra pas de sitôt. Et moi, voilà, dans mon milieu, c'est vrai que je suis choquée, dans mon milieu intellectuel parisien, franco-français, d'entendre des clichés antisémites, mais à vomir. Et très subtils, et très, on n'ose pas le dire, etc. Mais c'est bien là. Donc du coup, faut être vigilant, et ça concerne tout le monde. Et c'est important d'en parler et de réfléchir un petit peu, voilà, à qui on est et de quoi on parle, et ne pas oublier, voilà. D'avoir de l'empathie, en fait. C'est hyper important sur ces questions-là. La personne en face de toi, il y a des chances que finalement, elle ait vécu des choses assez communes à ce que tu vis. Donc, interroge-toi avant de parler, quoi. Merci Myriam. On arrive à la fin de cet épisode de Kif Taras sur les personnes juives et l'antisémitisme. J'aimerais te remercier Myriam pour ton témoignage et ton expertise. Ensuite, dire à toutes les personnes qui seraient intéressées par ton projet d'aller voir sur Insta. Donc ton compte, c'est _staytunes_. Donc Staytunes, ça s'écrit STAYTUNES. Et du coup, tu récupères c'est un projet photographique et de témoignages. Exactement, sur les Juifs tunisiens qui me racontent un peu ce que c'est leur rapport à la Tunisie, être juif, ici, maintenant, hier, aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire. Ce projet Stay Tune sur Instagram, tu le décris avec ces mots. Être thune, c'est la possibilité qui nous semble aujourd'hui étrange, alors qu'elle a duré des siècles, d'être à la fois juif et arabe, de manger des couscous à la viande cachère, de danser sur Warda tout en trinquant à la bouka. C'est porter en soi une histoire méditerranéenne millénaire, bien loin de toutes les caricatures. Merci beaucoup pour ce témoignage qu'on suivra attentivement. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qu'on a eu. Alors évidemment, c'est incomplet. On avait prévu de parler de plein de sujets, on n'a pas pu le faire. Donc forcément, il y a des choses sur lesquelles on est allé rapidement. On sait que tout ce qui a trait au conflit israélo-palestinien, donc c'était pas le propos aujourd'hui, est forcément sujet à beaucoup d'émotions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez l'impression qu'on est allé trop vite sur certains sujets ou que d'autres auraient mérité d'être creusés, ou si au contraire vous êtes complètement retrouvés dans ce qu'a raconté Myriam, de son expérience, de son témoignage, n'hésitez pas, écrivez-nous à kiftaras@binge.audio, binge c'est BINGE, ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant Kiftaras sur Twitter, il y a un compte aussi Kiftaras sur Facebook, ou sinon avec le hashtag tout simplement Kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Solène Moulin, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Rokhaya. Merci Grace. Binge.